en 2050, puisque le continent africain, c'est combien? C'est 30 475 000 kilomètres carrés. Le continent africain est 10 fois plus grand que l'Europe. Mais personne ne meurt de faim en Europe. La nourriture, on jette dans des poubelles. Le continent africain, c'est 10 fois l'Inde. Le continent africain nourrissait l'Inde. Aujourd'hui, l'Inde est autosuffisante alimentaire. Le continent africain, c'est 4 fois les États-Unis. Personne ne meurt de faim aux États-Unis. Le continent africain, c'est 3 fois la Chine. Mais la Chine vient plutôt cultiver son riz en Afrique pour nourrir les Chinois. Quand on parle aujourd'hui de la Chine qui est en train de s'installer en Afrique, qui est en train de prendre l'Afrique, beaucoup disent tant mieux parce qu'ils nous apportent ceci, ils nous apportent cela, contrairement aux Français. Mais je rigole. Avant de revenir sur la Chine, je reviens donc sur les responsabilités d'abord des dirigeants africains eux-mêmes. Puisque l'Afrique a 60% des terres arables de toute la planète Terre, c'est-à-dire que les terres du continent africain permettent à l'Afrique de se nourrir seule et de nourrir le monde entier. Or, actuellement, il y a combien? On vous dit qu'en 2050, les terres africaines seront capables de nourrir 9 milliards de bouches. Mais en 2019, les terres africaines ne parviennent pas à nourrir. Vous vous rendez compte? 320 millions d'Africains qui sont victimes de famine chronique, selon la FAO. 45% d'enfants en Afrique centrale meurent de malnutrition. Nous avons les terres. Nous devons faire de l'agriculture. Parce que c'est la terre qui nourrit l'homme. Vous allez dire que les Africains sont faibles. Non. En Europe, c'est l'État et d'autres. On a mécanisé l'agriculture. Il y a les engrais. Il y a ceci. Il y a même des formations. Mais en Afrique, qu'est-ce qu'on a fait? L'agriculture qui occupe 60%, voire 90% dans certains pays, ou 80% de la population, c'est-à-dire que active. Vous connaissez combien les dirigeants africains investissent dans l'agriculture? 4% de leur budget. Les autres, c'est pour leur costume, leur voiture, leur carburant, leur premier bureau, troisième bureau, quatrième bureau, les hôtels. L'agriculture qui doit nourrir les Africains, ils n'y mettent rien. Et pourtant, ces dirigeants africains ont déjà reçu plusieurs dons des organismes internationaux et ont contacté des dettes. Regardez par exemple les accords de Maputo, puis les accords de Cotonou. Dans les accords de Maputo, en 2003, les dirigeants africains, toute l'Union africaine, s'étaient réunis pour dire, à partir de maintenant, nous consacrons 10% de notre budget pour l'agriculture qui doit nourrir nos enfants et qui va aussi créer la main-d'œuvre. Et vous parlez de l'industrialisation, vous ne pouvez pas faire l'industrialisation et vous développer sans pour autant faire que les gens puissent manger.
On passe d'abord par la révolution verte. Mais je vous dis jusqu'à présent, il y a à peine 10 États africains qui consacrent 10% de leur budget pour l'agriculture. Et l'agriculture africaine, qui devrait être le leader du monde, ne représente dans la part de marché mondial que 4%. Vous voulez dire que Dieu n'a pas donné les terres à l'Afrique? Si donc, on est incapable de pouvoir orienter même la jeunesse, même dans les programmes scolaires, les universités africaines, au lieu de copier le modèle de l'Asie de l'Est, au lieu de copier le modèle de la Russie, au lieu de copier le modèle de la Chine, copie seulement des connaissances livresques périmées. Chacun aime entendre que j'ai une licence, j'ai un doctorat, que des diplômes. Mais par la suite, quel est le métier qu'il va faire après? Au Cameroun, c'est Ben Skim. Au Bénin, c'est Zemedjan. Au Togo, c'est l'OEA et partout et tout. C'est incroyable que le moto-taxi ou bien le carbox. Pourquoi? Parce que ces diplômes ne servent à rien. Il aurait fallu que les États africains viennent à créer les BTS en agriculture, les BTS en pisciculture, c'est-à-dire pour l'élevage des poissons, les BTS même en artisanat, pour qu'on vende nos produits, ou en menuiserie. Mais c'est hallucinant que le peuple africain soit encore dépendant de la nourriture qui vient de la Chine, qui vient de l'Europe. Donc si on a des problèmes avec un pays européen ou la Chine dit, on coupe les vivres, tous les Africains meurent. C'est quelle politique? C'est quelle irresponsabilité? De ces accords de Maputo, la FAO avait lancé l'appel. La famine va frapper le continent noir. Et qu'est-ce qui est arrivé? En 2008, il y a eu les émeutes de la faim. Tout juste parce que les Européens et les Chinois avaient augmenté le prix des denrées alimentaires qui venaient en Afrique, voulant contraindre les Africains à baisser les prix de douane. Et hop, quand ça arrivait au panier de la ménagère, le prix de riz avait triplé. Le prix de blé était monté 10 fois plus cher. Et du coup, il y a eu les émeutes de la faim à Douala. Les émeutes de la faim, donc au Cameroun. Les émeutes de la faim, tout comme aussi en Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans plusieurs pays africains. Et ne vous en faites pas, ça arrive. Ça revient bientôt. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé de ce riz qui est déjà frelaté. Je vous ai parlé de ces huiles qu'on vous envoie, qui sont en fait des choses concoctées dans des laboratoires et qui vont vous donner du cancer. Ce que vous consommez ne porte aucun label, aucune certification, aucun contrôle. C'est du poison que les dirigeants africains vous donnent parce que c'est eux-mêmes qui sont des importateurs. C'est eux-mêmes qui sont derrière ce business. C'est à eux que ça profite. C'est à eux que votre misère, votre mort profite. S'ils ne voulaient pas ça, ils auraient développé des secteurs pour vous nourrir. Je suis quand même surpris. Lorsque j'écoute le discours de Paul Biya, qui dit qu'il va donner instruction au Premier ministre par rapport à l'agriculture et tout et tout. Mais ça, c'est un discours congelé, surgelé, dégivré, réchauffé, périmé, qui sera jeté. Pourquoi? Parce que je devrais vous rappeler que avant les émeutes de la faim, c'était le même Paul Biya avait dit en 2006
que maintenant, il allait prendre le taureau par les cornes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a fait les états d'urgence de l'agriculture et de la consommation ou de la production au Cameroun. Il a désigné le Premier ministre et le vice-premier ministre. Le Premier ministre, c'était Enoni Ephraim. Le vice-premier ministre, c'était Nkwete, Jean Nkwete, qui est actuellement secrétaire général du RDPC. À l'époque, il cumulait deux postes, vice-premier ministre et ministre de l'Agriculture. Le Cameroun avait contacté une dette énormissime. Et on a donné à Jean Nkwete de gérer cette enveloppe pour l'agriculture. C'était 30 milliards. Jean Nkwete, le 26 mars 2006, a déclaré: il n'y aura plus jamais la faim au Cameroun. Il n'y aura plus jamais de problème de riz au Cameroun d'ici à 3 ans. Donc, en 2009, puisqu'il le disait en 2006. Et il a dit qu'il allait former, l'État du Cameroun allait former 15 000 Camerounais. Monsieur Jean Nkwete, je dis bien Jean Nkwete, vice-premier ministre, ami personnel de Biya. D'ailleurs, c'est lui qui a déposé la candidature de Paul Biya pour la nouvelle élection. C'est lui qui fait tout avec Biya. Où sont passés les 15 milliards? Il avait dit qu'il allait relancer la riziculture dans le Gon. Où est ça? Et il avait dit que la première usine allait commencer, le premier champ allait commencer à produire 100 000 tonnes de riz par an. Et puis progressivement, ce sera des millions. Et il avait dit qu'il y aura une usine, des champs de plantains, de bananes, qui allait produire combien? 1 465 000 tonnes de bananes par an. Où sont ces bananes? Et il avait dit qu'il y aura des champs dont le premier va commencer à produire 400 000 tonnes de pommes de terre. Où sont ces champs? Il avait dit qu'il va former 15 000 jeunes à l'agriculture qui deviendront des ingénieurs. Où sont ces jeunes? 30 milliards. Jean Nkwete, l'ami de Paul Biya. Depuis 50 ans, le Cameroun s'endette pour l'agriculture. Tout comme le Togo. Florian Sebel lui dit qu'il a seulement dépensé 1 milliard pour l'agriculture. Il n'a même pas honte de le dire. Et pourtant, il a pris 7 milliards de crédits pour l'agriculture. Donc, regardez. Le cas du Cameroun qui est le grenier de l'Afrique centrale, qui ne parvient pas à nourrir son peuple. Et vous nous dites, quand je parle, vous dites, Rémi Ngono, tu as déjà fait quoi pour le Cameroun? Je suis journaliste. Voilà ce que je fais pour le Cameroun. Voilà ce que je fais pour l'Afrique. Vous avez vu un journaliste aller faire les routes? Citez-moi les noms des journalistes qui ont construit les universités, les écoles. Ce n'est pas le travail des journalistes. C'est le travail de vos dirigeants. Regardez, on vous a cité le nombre de gens qui sont en Afrique et qui fuient. Mais quel dirigeant africain vous a parlé de vos malheurs? Vous connaissez tout ce qu'il y a eu cette année. Vous connaissez combien d'Africains sont morts parce qu'ils fuyaient leur pays, parce qu'ils fuyaient les guerres, parce qu'ils fuyaient les galères, parce qu'ils fuyaient la misère, selon l'Organisation internationale des migrations. Rien que de janvier jusqu'au mois d'octobre 2018, il y a eu 1600 corps de jeunes Africains
qui ont été repêchés dans la Méditerranée. Des cadavres, des femmes enceintes, des petits bébés, parce qu'ils fuyaient la misère. En 2018, est-ce que vous savez que on a manifesté parce qu'on a découvert qu'il y avait des esclaves africains en Libye? En 2017, le chef d'État africain était là. Au moment où on rapatriait 22 000 Africains de Libye et d'Europe pour rentrer chez eux. Cette année, jusqu'au mois de septembre, sur les côtes libyennes, parce qu'on a fermé la frontière en Italie, en Espagne, rien qu'en Italie, on a fait rapatrier 9 000 Africains qui avaient déjà traversé la mer pour revenir dans la misère. Pourquoi? Parce que selon l'ONU, 70% de la jeunesse africaine est dans le chômage. Comment donc? Ils doivent vivre. C'est pour ça qu'ils s'enfuient. Et de ce quoi ils sont tués. Il n'y a pas d'espoir. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en 2013, on a répertorié 21 millions d'Africains qui avaient fui leur pays. En 2013, 75 000 médecins et infirmières africains étaient en train d'exercer dans les pays de l'OCDE. C'est-à-dire que c'est une fuite de cerveau. Pendant ce temps, l'Afrique noire, c'est un médecin pour 10 000 habitants. J'ai dit Afrique francophone, hein? Parce que je ne vous parle pas de toute l'Afrique. Je vais vous montrer la différence entre l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone ou autre. Qu'est-ce qui nous vaut cette malédiction? Vous voulez dire que c'est une malédiction? Mais je n'en crois pas. Les gens disent souvent, ceux qui ne sont pas, ceux qui sont des athées, des agnostiques, disent que depuis que les Africains pleurent, ils prient. Le bon Dieu ne leur donne rien. Ah bon? C'est faux. Certes, Jomo Kenyatta disait, quand les Blancs sont venus en Afrique, ils avaient les terres et nous la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand nous les avons ouverts, ils avaient les terres et nous la Bible. Non. Mais on peut aussi expliquer. Parce que certaines firmes européennes se sont installées pour prendre les terres parce que nos dirigeants n'ont pas voulu investir dans l'agriculture. Est-ce que vous savez que les dirigeants africains ont déjà vendu 30 millions et demi d'hectares de terre aux étrangers? Vous regardez seulement les Chinois. Ah non? Les premiers, ce sont les Européens, dont le Royaume-Uni. Il y a même des petits pays, la Lituanie, qui vient acheter des terres en Afrique. Le Koweït, le Qatar, même le Venezuela, le Brésil, sont déjà achetés des terres en Afrique. Et d'autres même n'ont pas acheté. Puisque, par exemple, on offre les terres aux Chinois. Regardez Paul Biya, qui dit qu'il veut faire l'agriculture. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le premier don, il offre 100 hectares à un Chinois
dont on ne connaît ni la société, ni d'Adam, ni d'Ève. 100 hectares. Et les Chinois viennent s'installer au Cameroun. Ils commencent à produire du riz. Ce riz, il nourrit les Chinois parce qu'il est directement exporté. Donc, il va en Chine. Pas au Cameroun. Et curieusement, un autre riz quitte la Chine pour venir au Cameroun. Et on va nous expliquer que le riz qui vient de la Chine là n'a pas un problème. Que ce n'est pas du plastique. Oh, c'est de l'amidon. Et puis que l'amidon durcit. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas que le riz chinois cultivé, le riz camerounais cultivé au Cameroun par les entreprises chinoises soit mangé par des Camerounais? Pourquoi ça part en Chine? Regardez comment on peut vendre des terres. Comme ça là. Et on dit que non, effectivement, c'est parce que nous faisons de la coopération avec la Chine. Mais non. La Chine a trouvé des dirigeants francophones comme. Je vais vous dire, la Chine, en 2016, avait les échanges commerciaux de 200 milliards de dollars avec l'Afrique. Et la Chine annonce qu'elle aura les échanges de 400 milliards de dollars avec l'Afrique en 2020. Sauf que, là où la Chine ne vous dit pas, c'est que la Chine ne donne rien à l'Afrique francophone. La Chine va plutôt investir où? Ailleurs. Achète les terres en Afrique, mais investit ailleurs. Je vous prends un exemple. La Chine a commencé son arrivée triomphale dans le marché africain et même international dans d'autres pays, véritablement en 2009. Mais en 2009, les chiffres nous disent que la Chine a investi dans le monde entier 56 milliards de dollars. Mais sur ces 56 milliards de dollars, on vous dit, les 56 milliards, c'était plutôt 71% en Chine. Donc, ils investissent d'abord chez eux. Puis 13% en Amérique du Nord. 6% en Amérique latine. Et puis, combien en Afrique? 2%. Vous dites que les Chinois veulent vous envahir? Non. Les Chinois ne sont même pas aussi nombreux en Afrique. Mais sauf que quand ils s'installent, ils savent ce qu'ils font. Il y a en tout et pour tout 50 millions de Chinois répartis dans le monde. Donc dans la diaspora, on ne compte pas les travailleurs temporaires. Mais vous allez voir qu'ils vivent plus en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, où ils n'achètent pas les terres. Ils n'achètent pas des terres aux États-Unis. Ils n'achètent pas les terres en Europe. Ils n'achètent pas des terres ailleurs, mais c'est en Afrique que les Chinois viennent acheter des terres. Et quand ils disent qu'ils investissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans des pays anglophones. Le premier endroit où les Chinois investissent, c'est le Nigeria, c'est l'Afrique du Sud, puis le Ghana, puis le Kenya. À quelques exceptions près, vous avez des pays comme l'Angola. Et les Chinois offrent en retour à ces pays des vraies infrastructures. Parce que les Chinois respectent ces pays. Regardez seulement au Nigeria. Les Chinois ont construit 1400 km de rails. Ils construisent des TGV. Pendant ce temps, quel pays d'Afrique centrale, dans quel pays d'Afrique centrale les Chinois ont construit
un TGV ou les rails. Non. Macky Sall, au lieu de demander aux Chinois, venez me construire un TGV, il va en France prendre un TER. Et le TER, qui normalement devrait coûter maximum 200 milliards, Macky Sall vient donner 586 milliards. Il vient en France pour acheter les lampadaires, 50 000 lampadaires, à 57 milliards. 57 milliards, 68 millions. Un lampadaire à plus d'1 million, Macky Sall. Donc même la coopération avec la Chine, on ne sait pas le faire. On préfère dire que la Chine va nous construire un stade de football. Qu'est-ce que le stade de football sert à quoi? Au développement d'un pays. Donc vous voyez que les Chinois, ils investissent ailleurs. En Afrique francophone, rien. Regardez ce qu'ils ont fait au Ghana. Mais au Ghana, ou bien en Éthiopie. Mais on leur a dit au Ghana, au lieu de venir toujours avec vos marchandises, vous allez installer vos entreprises ici pour que ces entreprises produisent et payent les taxes et en même temps puissent permettre à la population de bénéficier des emplois. Regardez par exemple la structure qu'on appelle One qui est installée par exemple au Ghana. Mais cette entreprise, quand elle s'installe au Ghana, c'est 30 000 Ghanéens qu'elle emploie. C'est 2 milliards de dollars qu'elle investit. Qu'est-ce que les Chinois font au Cameroun? Qu'est-ce que les Chinois font au Gabon? Qu'est-ce que les Chinois font au Congo, en RDC? Qu'est-ce que les Chinois font en dehors de ces folies que nous avons actuellement? De ces chaussures qui se déshabillent dès que vous vous mettez à danser, le coupé décalé. De ces pantalons qui se déchirent dès que vous voulez vous courber. De ces chinoiseries qui ne durent pas. Parce que les Africains sont des dormeurs. Des Africains francophones sont des idiots. Des nigauds. Des trigots, des oiseaux, des zéros qui vivent dans le zoo. Il est inadmissible que des gens qui puissent dire, qui réfléchissent, ne se soucient pas de l'avenir de leurs enfants. Je disais tantôt, la Chine vient d'être pauvre. La Chine a fait quel miracle pour se développer? Qu'est-ce que la Chine a que l'Afrique n'a pas? C'est l'Afrique qui a tout. Comme tout de suite je disais, ceux qui disent que oh, vous priez Dieu et Dieu n'a rien donné à l'Afrique. Dieu a tout donné à l'Afrique. L'Afrique, c'est le paradis sur terre. Rendez-vous compte. Le continent africain compte 95% des réserves mondiales d'uranium. Cet uranium-là est utilisé pour donner l'électricité en France. Pendant 7 ans. 621 millions d'Africains sont privés d'électricité. Le premier jour de l'an, au Cameroun, il y avait coupure d'électricité du matin jusqu'à midi. Le 31, il y avait coupure d'électricité de 8h à 15h. Et pourtant, on n'a même pas besoin de ces barrages et comme ça, puisque l'Afrique peut utiliser le solaire, les plaques photovoltaïques et tout, puisque
Dieu a donné même le soleil à l'Afrique. De telle sorte que le continent africain a 7 kWh par mètre carré de solaire. C'est déjà une bénédiction. On peut utiliser sur la géothermie ou sur la pluviométrie puisqu'on a des fleuves. Mais on vous fait comprendre que nous qui avons toute l'eau du monde, la moitié de la population africaine est privée d'eau potable. Le continent africain, c'est 90% des réserves mondiales de cobalt. 90% des réserves mondiales de chrome. Le continent africain, c'est 76% des réserves mondiales de manganèse. Le continent africain, c'est 73% des réserves mondiales de diamants. Le diamant, qu'on vous dit là, c'est en Afrique. Le continent africain, c'est 60% des réserves mondiales d'aluminium avec lequel on fabrique les téléphones, les voitures, tout. Le continent africain, c'est 40% des réserves mondiales d'or. Mais au Sénégal, où il y a de l'or, même les artisans ne savent pas là où va l'or du Sénégal. Cette année encore, ils sont en train de demander à l'État, mais nous, où est même notre or? Finalement, pour qu'ils fassent des bijoux sénégalais, ils vont encore prendre l'or en Chine ou en Malaisie. Ils s'oublient. Au Mali, les Maliens ne savent pas que l'or qui est là-bas, le Mali est le 3e producteur d'or africain. Le Mali est 11e producteur mondial d'or. Mais regardez comment les Maliens vivent. Le continent africain a 30% de réserves mondiales de bauxite et de charbon. Donc en Guinée, regardez là où les Guinéens nagent dans la pauvreté. Puisqu'on vous fait comprendre que les Guinéens, tout comme les autres Africains, en 30 ans, la pauvreté a doublé. En 30 ans. C'est-à-dire que, au lieu de diminuer, ça a plutôt doublé. Le continent africain, c'est 20% de réserves de pétrole. Qu'a-t-on fait de ce pétrole? Ils vous ont dit, oh, il y a eu des chutes de pétrole et tout. Regardez l'Indonésie. L'Indonésie a eu le pétrole vers les années 70-80. Mais l'Indonésie est devenue un paradis. Je ne peux pas demander d'aller regarder le Qatar, d'aller regarder l'Arabie Saoudite, les pays là-bas du Golfe, qui ont profité du pétrole. Mais en Afrique, le pétrole est une malédiction. Mais pourquoi ailleurs, le pétrole est une bénédiction et en Afrique francophone, c'est une malédiction? Mais je ne comprends pas. Puisque le pétrole rapporte dans le PIB, à quel moment le pétrole est une malédiction, comme a voulu le faire croire Idriss Déby? Le Tchad exploite le pétrole depuis 2003. Et entre 2003 et 2009, Idriss Déby a fait disparaître 9 000 milliards d'argent de pétrole. Et maintenant, il dit, il y a eu une chute du prix. Mais les Africains, ils sont des cons. C'est vrai qu'il y a eu une chute, d'abord en 2009, mais la chute a commencé, la véritable chute. Parce qu'il faut savoir que c'est des énergies qui ne sont pas habitables à Eternam, qui sont appelées
à disparaître ou à être remplacé. Donc quand la chute commence, le pétrole était à 150 dollars le baril. Donc en 2013, la chute commence un tout petit peu. En 2014, c'est là où la chute se fait ressentir. Parce que le baril va à 115 dollars. Et après, en 2015, le baril ira jusqu'à 90 dollars. Mais, par la suite, les dirigeants africains n'ont pas eu l'intelligence de diversifier l'économie. Mais non, ils sont restés là. Ils ont continué à mettre dans leur budget, pour le pétrole, le baril, à 150 dollars. Donc, tous les budgets des États producteurs de pétrole africains, entourés des grands économistes là, qui disent qu'ils ont fait des universités, qui sont des agrégés, ils mettaient 150 ou 130 dollars. Alors que le pétrole, par la suite, en mai 2015, était déjà descendu à moins de 50 barils, à moins de 50 dollars le baril. Comment tu fais donc des prévisions avec tel prix? Tu vas faire... Mais ce n'est pas possible. Entre-temps, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent du pétrole quand le pétrole était au plus haut prix? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sassou Nguesso, le budget du Congo, c'était, ça a toujours été, c'est-à-dire que les exportations du Congo, c'est 90% grâce au pétrole. Le PIB du Congo, c'est 90% le pétrole. Donc quand Sassou Nguesso dit aujourd'hui qu'il va relancer l'économie, mais il n'a pas anticipé. Si on remet à un Belge, à un Suédois, parce que la Suède, la petite Suède, qui est grande comme un mouchoir de poche, dépasse tous les pays francophones. Si on installe un Belge, chef d'État du Congo, vous allez voir, dans le sous-sol du Congo, en dehors du pétrole, il y a le diamant, il y a l'or, il y a le phosphate, il y a le manganèse, il y a le chrome, il y a le cuivre, il y a le fer. Et d'ailleurs, le continent africain, c'est 15% des réserves mondiales de fer. Est-ce qu'on peut faire des constructions au monde sans le fer? Donc tout ça. Et au-delà de ça, un autre avantage s'est ajouté. Le continent africain aujourd'hui, lorsqu'il y a le gaz qui a été découvert un peu partout, et vous allez vous rendre compte que le gaz torché en Afrique, c'est 40 milliards. Vous vous rendez pas? 40 milliards de litres. Vous vous rendez compte? Par an. Et on ne parvient pas à se développer. On ne parvient à rien faire. Les pays francophones sont toujours des derniers. Voilà le Libéria de George Weah qui est arrivé hier. 14 ans de guerre. Len Johnson a essayé. George Weah à peine arrive et dit les universités sont devenues gratuites. Après, le Libéria va dépasser tous ces pays-là. L'Éthiopie vient d'être un pays affamé. L'Éthiopie dépasse déjà tous les pays francophones. Le Rwanda sort d'une guerre civile qui a fait 800 000 morts. Mais le Rwanda, aujourd'hui, est-ce que le Rwanda a les matières premières comme les pays d'Afrique centrale, comme les pays d'Afrique francophone? Non. C'est donc une incompétence notoire. C'est donc une incapacité, un manque de vision. Et surtout,
une mauvaise gouvernance associée à la corruption qui fonde l'Afrique. Ce pays, ce continent raillé, ce continent dernier, où on passe le temps à vous dire demain sera meilleur. Demain ne sera pas meilleur. Si nous continuons à faire confiance à ces bandes de voyous, à ces bandes de chrétiens, à ces bandes d'assassins, ils n'ont rien à voir avec nous. Jeunes Africains, c'est à vous de comprendre qu'il faut changer ces dirigeants. Mais quand nous parlons, vous êtes derrière eux parce que vous voulez la sardine et du pain. Parce que vous voulez que vous profitiez de petites miettes de Yadema au Togo. Parce que vous savez que votre place confortable auprès des miettes d'Ali Bongo vous rapporte une sécurité. Parce que vous savez que vous êtes de l'ethnie de Déby. Parce que vous voulez que le couillon de service qu'on appelle Alpha Condé, qu'il soit là. Vous nous dites, regardez Angela Merkel dure au pouvoir, mais regardez Angela Merkel comment est l'Allemagne. Regardez les pays africains. Chaque fois, bonne année. Mais que des morts, que des guerres, que des misères. Et quand je regarde l'avenir, je vois des éclairs de tonnerre. Je vois le ciel s'assombrir. Je vois des vagues de nuages, comme le déluge. Je vois les ténèbres inextricables. Je vois le noir de l'enfer qui se dessine. Je vois le diable. Je vois le cataclysme, l'abîme, l'apocalypse. Voilà l'Afrique. Mais, parce que c'est nous qui devons décider de notre avenir. Parce que nous ne devons pas accepter la résignation, la domination, la recolonisation. Nous devons dire non. Non à nos dirigeants. Non aux nouveaux colons. Non à ceux qui nous ruinent. Non à ceux qui nous tuent. Non à la désunion. Nous devons dire oui à la fusion. Oui à la cohésion. Non aux panafricains, mais oui aux panafricanistes. L'Afrique, c'est 54 États, 166 frontières. On a appris à nous diviser. Nous devons apprendre à nous unir. Désormais, les frontières sont les cicatrices de l'histoire et de la colonisation. Mais nous formons un. Il y a l'Union européenne, il y a les États-Unis, il y a la solidarité parmi ces peuples. Mais en Afrique, on a instauré le tribalisme, le clanisme, le régionalisme pour nous diviser. Gabonais, Camerounais, Ivoiriens, Sénégalais, Congolais, Burundais, tout le monde, tout Africain a intérêt de dire, comme les gilets jaunes, levons-nous, prenons notre destin en main. Nous avons des gens capables de mieux gérer. Nous avons des matières premières.
Nous avons des ressources humaines. Et nous devons chasser les incompétents. Refusons le désespoir. Oui, je vous parlais de ce noir, mais ce soir, je vois aussi l'espoir. Je vous donne l'espoir. Je vous demande de garder espoir, mais de prendre votre destin en main. L'espoir que tout doit changer. L'espoir que vous devez profiter de vos matières premières. L'espoir que vous allez manger à votre faim. L'espoir que vos enfants iront à l'école et non passeront le temps à payer les dettes concoctées auprès du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui ne sont pas des instruments pour nous aider, mais pour nous piller. L'espoir que nous sommes un peuple debout, comme le peuple français a dit non aux nazis allemands. De cet espoir de De Gaulle, moi sans être général, étant seulement soldat du peuple, je vous lance cet appel à la conscientisation et au changement. Cet appel de l'espoir, comme le disait le général De Gaulle, la fin de l'espoir est le commencement de la mort. Merci et bonne année.